Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour 24 minutes de direct avec vous, toutes vos questions et notre invité du jour. Alors vous allez voir, c'est un journaliste qui parvient à faire mentir tous les nutritionnistes de la planète parce que pour le petit déjeuner, vous le savez, ces spécialistes des assiettes nous invitent à boire une tasse de café, une tasse de thé, également manger un yaourt, des céréales pour les sucres lents, mais ils oublient l'essentiel, à savoir croquer sans modération les chroniques de la matinale d'Europe 1 où l'on trouve absolument tous les ingrédients pour éviter de traverser une fragale au cours de la journée. Bonjour Mathieu Béliard. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Moi aussi, je suis très de le voir en vrai en fait. C'est rigolo. On devait vous recevoir l'année dernière, malheureusement, enfin la saison dernière et en raison du confinement, on a dû reporter ça et là voilà, grande émotion. Parole tenue, on est là. Alors Europe Matin, on le rappelle, c'est le titre de l'émission que vous présentez chaque jour, c'est de 7h à 9h sur Europe 1, c'est une tranche au cours de laquelle vous proposez des éditos, des chroniques, de l'information. Mais avant de parler du fond de cette matinale, j'aimerais que l'on parle de la forme, à savoir votre nouveau look, Mathieu Béliard. Parce qu'il a fait beaucoup parler, il a donné aussi du grain à moudre à Nicolas Canteloup, faut le rappeler, vous avez laissé pousser la moustache, c'est un cadeau pour Nicolas. Expliquez-nous, c'est quoi les coulisses de cette nouvelle apparence physique? Je suis en train de me demander si je dis la complète vérité ou pas. Je suis quasiment imberbe. De ma vie, ça pousse pas en fait. Et ça, c'est un effet du Covid et du confinement, c'est que j'ai eu droit à 2 mois à la maison, ça a pu pousser pour la première fois de ma vie, la seule sûrement. Je suis allé chez le barbier il y a 2 semaines. Quel plaisir, les lingettes chaudes sur le visage, j'en rêvais. C'est un effet du confinement, ça a poussé, je sais pas si ça va durer. Les cheveux, en revanche, j'aime bien. J'ai retrouvé les cheveux longs. Ça faisait quelques années que c'était pas arrivé. Et est-ce qu'on vous confond encore avec Sébastien Follin ou plus du tout? Je l'ai croisé il y a 1 an. On m'a quand même beaucoup comparé à Sébastien Follin. Le mec fait la moitié de mon poids. Physiquement, il n'y a rien à voir. Je veux dire, c'est quand même un petit peu éloigné de Sébastien Follin, je pense, en réalité. Bon, très bien, on va en parler. On salue, du fond. On le salue, bien sûr. Il vient régulièrement nous voir, d'ailleurs, sur le plateau. On le saluera pour vous, effectivement. On va parler du fond de cette matinale dans quelques instants. En attendant, je rappelle que nous sommes en direct sur Figaro Live, sur la page Facebook de TV Magazine et sur le Figaro.fr. Vous pouvez poser toutes vos questions à Mathieu Béliard. Est-ce que vous écoutez sa matinale? Est-ce que vous êtes friand du ton de Mathieu Béliard? Est-ce que vous aimeriez d'autres chroniques dans cette matinale? Faites-vous vos suggestions. En attendant, postulez, tant qu'à faire, on est là. Postulez, on prend les CV, les lettres de motivation. Sarah. En attendant, on parle des news médias tout de suite avec Sarah Lecoeur. Salut Sarah. Salut Damien, bonjour Mathieu. Alors Sarah, on commence, c'est la tradition ici avec les audiences. Alors hier, il y avait vraiment une bataille de la fiction, c'était sur TF1 et France 2. Quelle chaîne a gagné? Alors c'est France 2 avec La Garçonne, portée par Laura Smet. C'est la grande série événement en 6 épisodes. Donc hier soir, c'était 2 épisodes qui étaient diffusés. Et bien ils étaient 4,3 millions de téléspectateurs à suivre cette fiction, ce qui représente 19,5% de part de marché. Alors c'est loin devant TF1 qui proposait la fiction unitaire avec Ariel Dombal et Hélène de Fougerolles, Trop jeune pour moi, 3 700 000 personnes et 17% de part d'audience. M6 suit dans le tableau des audiences avec Cauchemar en cuisine, le numéro inédit porté par le tonitruant Philippe Etchebest a intéressé plus de 3 millions de personnes et 13,7% du public. Et on va terminer sur la belle performance d'Arte qui, grâce au long métrage Le Président avec Jean Gabin, a attiré 1,3 million de cinéphiles et 5,8% de part d'audience. Alors Mathieu, on a l'habitude de vous voir manier la matière information. Est-ce que néanmoins une expérience dans la fiction, ça vous tenterait quand on voit ces chiffres-là qui sont toujours au sommet des audiences? On était pour qui? On est pour le gagnant. Je ne sais jamais quand on fait les classements. Une expérience dans la fiction, je ne suis pas sûr d'être un très bon comédien. Vous savez que Stéphane Bern, Philippe Googler qui sont sur votre antenne notamment, ont eux aussi fait une incursion dans l'univers de la fiction. Certains ont ce talent, ça ne m'a jamais été proposé. Je crois que surtout que c'est un vrai métier en fait, de savoir jouer la comédie et je ne suis pas sûr d'être très bon comédien, je ne sais pas mentir, j'ai du mal à mentir. Si vous n'aviez pas été journaliste, vous auriez fait quel métier? Ah bah rockstar. Rockstar. Il n'y a pas de doute. D'où le look. Allez, on poursuit ces news médias, Sarah, avec la rentrée des talk-shows. Hier, il y avait Touche pas à mon poste sur C8, Quotidien sur TMC et C'est à vous sur France 5. Oui, alors c'est Quotidien qui s'est imposé. Le talk-show de Yann Barthès est revenu en force avec 1,8 million de fidèles au rendez-vous et 7,8% de part de marché. Donc ça, c'était entre 20
20h et 21h. Du côté de France 5, Anne-Elisabeth Lemoine frôle le million de téléspectateurs avec C'est à vous, 966 000 personnes au rendez-vous et 5,6% du public. Quant à Cyril Hanouna sur C8, même avec Gérard Depardieu en invité, TPMP ne parvient pas vraiment à décoller. Ils étaient seulement 570 000 devant la première partie et 840 000 devant la deuxième partie un peu plus tard. Et pourtant, il était impressionnant hier, hein, Gérard Depardieu sur le plateau de Touche pas à mon poste, sans langue de bois, comme d'habitude. Vous êtes plutôt Touche pas à mon poste, c'est à vous, j'attendais la question. Quotidien. J'attendais la question et en fait c'est hyper dur parce qu'on ne les regarde pas pour la même raison. C'est vrai. C'est vrai qu'on utilise beaucoup le replay, maintenant je ne les regarde pas en direct, en concurrence comme ça. S'il faut en choisir un, j'aime bien l'ambiance de C'est à vous. Ouais. J'aime bien l'esprit de C'est à vous qui est quand même très détendu, très à la maison évidemment. Les autres sont un peu plus énervés, mais évidemment. Et il y a plus d'actualité aussi, ce qui vous plaît peut-être davantage. Oui. Après, quotidien, c'est aussi une manière de traiter l'actualité. Oui. Et puis moi, je trouve Hanouna, les chroniqueurs, ça dépend desquels, mais je trouve Cyril Hanouna extrêmement talentueux. Donc c'est vraiment 3 programmations très différentes, 3 publics différents aussi, je crois, quand on regarde dans le détail. S'il fallait en choisir un, je prends Anne-Elisabeth Lemoine, parce qu'on mange. Ouais. Et vous êtes... c'est vrai que vous êtes un très passionné de gastronomie, vous, je crois. Moi, j'aime bien ça, j'aime bien manger. Mais c'est pas la seule raison pour laquelle je trouve que cette émission est bien. On vous verra bientôt dans le meilleur pâtissier au Top Chef. C'est ça. Allez, on termine. D'ailleurs, c'est News Media avec une information qui va directement vous concerner, Mathieu, parce que l'une des voix de votre matinale s'apprête à vous faire une infidélité. Écoutez. Oui, c'est l'AFP qui l'annonce ce matin. Le présentateur de Secrets d'Histoire, Stéphane Bern, va intégrer la rédaction de Paris Match à la rentrée pour apporter son expertise en matière d'histoire et de tête couronnée. Alors, l'hebdomadaire l'a annoncé à l'ensemble de ses salariés, mais ce n'est pas vraiment une surprise, puisque le magazine fait partie du groupe Lagardère, auquel appartient Europe 1, radio que la star de France 2 a rejoint à la rentrée, notamment l'après-midi avec Mathieu Noël dans Historiquement Vôtre et dans votre matinale, Mathieu, à 7h25. 7h25 Exactement. Tous les matins. À l'origine, c'est avec Mathieu Noël, historiquement. Vous avez écouté déjà ? Oui. C'est génial. C'est génial parce qu'on rit, comme d'habitude, avec Mathieu Noël, et puis vous avez ce truc de culture en plus, on apprend des choses. Moi, je trouve ça absolument génial. Mais évidemment, quand j'ai appris que Stéphane arrivait dans la maison, je me suis jeté dessus. J'ai dit Stéphane Bern à la matinale. Et vous n'êtes pas déçu ? Ça fait 10 jours. Je suis pas du tout déçu. C'est un très grand pro en fait. Moi, je le rencontre. Je l'avais jamais croisé avant. Je l'avais déjà interviewé. Au téléphone pour des questions liées au patrimoine notamment, mais je le découvre dans le travail. Très grand professionnel, je suis ravi qu'il soit dans la maison, installé dans la maison jusqu'à match évidemment. Et humainement, comment il s'est passé ce premier contact avec Stéphane Bern ? Très bien, très naturel et très efficace. En fait, vous voyez tout de suite les vrais pros, quoi. Il connaît son métier, d'un seul coup c'était efficace, hop, c'est parti, c'est bon, au bout de 2 minutes c'est fait. Et la première à l'antenne, la toute première à l'antenne, au bout de 20 secondes, il passe du Booba. Du Booba Stéphane Bern et du Booba. Vous êtes voilà, vous ne trouvez pas de chroniqueur. Je me suis dit, il se passe un truc. On n'est pas sur Jimmy Mohamed qui adore Booba également. Non, là c'était Stéphane Bern qui envoie. Sur la première émission, c'était que des numéros 10 dans ma team. Il y avait Autodix, Zidane, et j'ai oublié le 3e, ça c'était Historiquement Vôtre. Et il a envoyé que des numéros 10 dans ma team, Booba. Et donc là, je suis sur Europe 1. Stéphane Bern en direct qui vient de lancer Booba. C'est le moment où il faut dire Camoulox normalement. On continue, exactement. Et je suis très content. Je suis très content de travailler avec Stéphane. Il s'est intégré à l'équipe en 17 secondes. Et c'est pas le seul d'ailleurs à avoir énormément de talent dans votre matinale, parce qu'il y a d'autres chroniqueurs comme Jimmy Mohamed dont on parlait il y a quelques instants, Nicolas Canteloup qu'on connaît bien sûr, et on en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. C'est le moment. Mathieu Béliard, donc vous présentez la matinale d'Europe 1 chaque jour de 7h à 9h. Donc c'est votre 2e saison à la tête de ce programme, de ce rendez-vous. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Une première question comme ça, l'idée de rempiler une année de plus. De rempiler, c'est la V2. C'est la V2. Au 2e étage de la fusée. On a lancé un grand chamboulement de la matinale il y a 1 an avec une vraie définition de la ligne éditoriale, un vrai travail avec la rédaction. Et j'ai vraiment le sentiment que cette année, l'idée c'est de pouvoir avancer. 2e étage de la fusée, le 3e l'année prochaine, ça ne dépend pas que de moi. mais vraiment l'idée d'approfondir ce qu'on a lancé l'année dernière. Il y a une vraie idée de continuité et je sais que tout le monde le sait, ça manquait à Europe 1 et je suis très content de pouvoir reconduire cette matinale avec son équipe et avec la rédaction d'Europe 1. C'est le secret du succès justement, cette continuité, le fait de s'appuyer solidement sur les bases que vous avez ancrées l'année dernière. Pour le succès, on verra. Cela dit, on a eu très rapidement le sentiment l'année dernière qu'on était sur la bonne piste, sur la bonne voie. La force d'Europe 1, une des forces d'Europe 1, c'est sa rédaction d'une très grande qualité. On s'est appuyé dessus, on a travaillé en rallongeant les journaux.
et en proposant une vraie ligne éditoriale qui est notre slogan aujourd'hui, écoutez le monde changer, de se mettre au plus près des préoccupations des Français pour observer, analyser, décrypter les transformations de la société. Ça, c'était notre ligne de départ au mois d'août dernier, il y a un an. On ne pouvait pas savoir qu'on aurait raison à ce point-là. On n'avait aucune idée de ce qui allait se passer, mais je trouve qu'on a l'outil dans la matinale d'Europe 1 adéquate pour accompagner les Français dans cette transformation, un peu éloignée, c'est notre idée aussi, de tout ce qui peut être un peu petites phrases, clash, buzz, etc. De proposer autre chose où on apprend des choses sur l'actualité et puis on se rassure aussi un petit peu. Il y a des choses qui sont perturbantes. Nous, on est aussi là pour expliquer que les choses changent et c'est pas grave. Alors admettons, Mathieu, je fais ma rentrée cette semaine, je décide pour la première fois d'écouter Europe 1 le matin au moment où je me brosse les dents par exemple. Qu'est-ce que je vais entendre ? Il faut venir dès 5h du matin déjà. Dès 5h du matin, ah oui, mais là vous m'en demandez beaucoup trop. On a musclé le 5-7 aussi, et il y a une super équipe au petit matin. Chez moi, qu'est-ce qu'il faut entendre ? Je vais vous dire le journal de 7h pour démarrer. Le journal de 7h avec Hélène Zélani, on a des talents maison qui présentent les journaux. Moi je suis extrêmement fier, extrêmement orgueilleux de cette équipe. Hélène Zélani qui est une voix que les auditeurs connaissent très bien sur Europe 1, qui présente les journaux le matin depuis longtemps. François Geffrier, Sophie Echen, de nouveau dans l'équipe. Sophie qui est même assez jeune. Je suis très heureux de porter la rédaction. Ensuite, sur les rendez-vous, je vous passe sur Nicolas Canteloup, qui est évidemment le rendez-vous incontournable de la matinale, à tel point qu'on a décidé de doubler la dose et de rajouter un rendez-vous avec Nicolas Canteloup une heure plus tôt. Nicolas Bétou, l'édito politique de Nicolas Bétou, qui est un vrai point de référence dans notre matinale. Et puis, j'insiste aussi sur les découvertes de l'année dernière, parce que je sais que ça a plu. Je suis très heureux de ces choix, parce que quand on transforme un essai, on est très content. L'édito sport de Virginie Fulpin, une vraie plume, une vraie personnalité. Le commentaire qui me fait le plus plaisir à son sujet, c'est tous les gens qui ne sont pas fans de sport et qui nous disent j'ai écouté, je me suis régalé. Elle fait un pas de côté dans ce Elle propose, c'est toujours lié à l'actualité sportive. Mais elle propose à la fois de vulgariser et puis en éditorialisant, d'apporter des questions de société dans ces questions. On a parlé des discriminations et de pouvoir élargir un petit peu le champ. Là, ce matin, par exemple, c'était génial. Son édito sport, c'est la rentrée. Inscrivez les gamins dans les clubs de sport. Ils ont besoin des gamins de faire du sport et les clubs de sport en ont besoin à cause du... Donc on est un peu éloigné du résultat de foot de la veille au soir. Ça marche, ça plaît. Fanny Agostini. Oui, pour l'environnement. Qui vit en Haute-Loire, dans une ferme pédagogique qu'elle a montée, qu'on connaissait. Fanny a présenté la météo chez nos sur camarades BFM TV, de BFM. Elle s'est installée dans une ferme pédagogique en Haute-Loire et elle nous raconte les enjeux climatiques, les enjeux environnementaux, la pollution au plastique, la consommation aussi d'une certaine manière, parce qu'on se demande tous ce qu'on a dans notre assiette, ce qu'on donne à manger à nos gamins. Et je suis très heureux que ces rendez-vous soient à nouveau sur la grille cette année, parce qu'on a transformé l'essai avec eux, je pense. Allez, nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine et je vois qu'il y a déjà des réactions qui sont arrivées. Oui, il y a du monde avec nous sur Facebook. Benoît, Aïcha, Alexandre, pour les citer. Aïcha, bonjour Alexandre. Et j'ai une question de Sophia qui se demande, qui vous demande comment interprétez-vous les faibles scores d'audience d'Europe 1, qu'il faut bien le dire. On a eu les dernières vagues là cet été. La dernière, je ne l'interprète pas. Je l'interprète pas. J'aime pas dire uniquement que c'est à cause du Covid, même si on a le même décrochage que nos concurrents. Si je ne dis pas de bêtises, RTL et France Bleu font les mêmes gadins, Inter c'est même un peu plus. Il s'est passé un truc absolument historique. Au-delà du Covid et du confinement, les gens ont arrêté de prendre la voiture. C'est la moitié de l'écoute de la radio. On savait que ce serait un sondage catastrophique. Il était même un peu bizarre, Médiamétrie a arrêté de travailler, a repris. Je préfère pas l'interpréter, pas le balayer. J'attends le suivant pour voir d'où on part et ce qu'il nous dit ce 4,5, parce que moi, j'ai pas le sentiment que ce soit notre niveau réel. Et si on parle d'avant, parce que même avant, c'était... non mais l'année dernière était juste dingue. Enfin, moi, sérieusement, j'arrive il y a un an à la matinale d'Europe 1. On commence par un petit sondage gentillet, mais à Europe 1, c'était pas rien d'arrêter la chute. On était contents. Derrière, on fait un sondage absolument historique. Le novembre-décembre, si ma mémoire est bonne, c'est la meilleure progression de l'histoire de la matinale d'Europe 1. Et juste derrière, vous prenez le Covid, le confinement. Donc l'année dernière, c'était les montagnes russes. Et les sondages, moi j'aime bien cette période de l'année, là, septembre-octobre. On va attendre. Après, à partir de mi-novembre, on les regarde tout le temps. Là déjà, on pourra plus comparer. On met en place et puis on attend de voir. Moi, j'espère très sincèrement que c'est juste un accident lié au Covid. Et je l'espère pour Europe 1, évidemment. D'abord Europe 1, mais pour le média radio dans l'ensemble. Parce que ça fait des années que les gens écoutent un petit peu moins la radio d'année en année. Là, il s'est passé un truc monumental. De la même manière que les cinémas s'inquiètent de savoir si les
Les gens ont pris l'habitude avec les plateformes à la maison, Netflix. Il faut se poser la question d'est-ce qu'on va avoir un vrai retour? Est-ce que les gens vont retourner au boulot, masqués ou pas, etc. Mais est-ce qu'ils vont reprendre la voiture? Parce que c'est la moitié de notre écoute. Je crois qu'il y a 2 millions de Français qui ont arrêté complètement d'écouter la radio. Le télétravail ne va pas forcément faire du bien. Voilà, ça ne nous aide pas nécessairement. Donc, il faudra qu'on s'adapte, qu'on soit souple aussi sur les usages radio, avec le numérique, avec Europe1.fr, nos podcasts. Mais le fond de notre métier, c'est la radio le matin en ce qui me concerne. Et pour ça, il faut que les gens ils aillent au boulot et qu'ils soient dans la voiture. Et qu'ils soient dans les bouchons même. Exactement. Essentiellement, là, vous inquiétez pas, autour de Paris, on est servi. Mathieu, vous parliez il y a quelques instants des chroniqueurs qui se succèdent dans votre matinale. Et il y en a un qui devait à la base rejoindre votre matinale cette saison. Il s'appelle Éric Dupond-Moretti. Il était là ce matin? Il était chez vous, effectivement, ce matin. Il a été nommé ministre de la Justice. Donc, il a dû refuser de venir dans votre matinale pour cette saison. Vous auriez fait quoi à sa place? Trahison ou pas pour vous? Vous seriez venu à Europe 1. Évidemment, sincèrement, c'est une évidence. On était très contents d'ailleurs avec Éric Dupond-Moretti. On a travaillé dur pour concevoir cette chronique. On a maquetté, on a beaucoup travaillé. Et puis vous avez le président de la République ou le Premier ministre dans la Constitution qui vous appelle pour devenir garde des Sceaux. Bon, ce sera pour une autre fois. Vous l'avez su un peu avant ou vous l'avez appris comme tout le monde? Non, je l'ai appris à l'annonce. Je suis après qu'évidemment, ils sont tous toujours très superstitieux entre ce qui est dit et ce qui est annoncé. Bien sûr. Donc je l'ai appris comme tous les Français. Mais grosse surprise. Alors, je me suis dit qu'on avait eu raison en fait. Oui. Je me suis dit qu'on était dans le bon tempo, qu'on était dans l'air du temps pour qu'il soit nommé ministre de la Justice. C'est qu'on ne devait pas être complètement hors jeu. Oui, puis l'objet de sa chronique, c'était de dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas, si j'ai bien compris. Là, il pourra moins. Et c'est un peu ce qu'il fait quand même lorsque vous écoutez ses interviews à la télévision notamment. On sent qu'il est un peu frustré de ne pas être venu chez vous quand même. On ne saura jamais ce que ça aurait pu donner à 7h50 le matin, mais non, l'espace de liberté d'expression, je pense qu'il est plus dans notre matinale que dans un gouvernement. Évidemment. Oui, il sera un peu plus musé par la communication, on s'en doute. Alors aujourd'hui, toutes les radios, toutes les télés, tous les journaux parlent d'un seul sujet, il faut le dire, c'est le coronavirus. Est-ce que vous ne finissez pas, vous, à titre personnel, Mathieu, d'être coronagacé, si j'ose dire, par ce virus Non, mais ça peut arriver parce qu'il y a vraiment le sentiment qu'on parle que de ça. Et en même temps, on se pose la même question tous les jours, comme dans n'importe quelle rédaction. Qu'est-ce qui fait la une demain? De quoi est-ce qu'on parle demain? Qu'est-ce qui fait l'actualité demain? Aujourd'hui, c'est le mauvais exemple. C'est la rentrée scolaire, évidemment, la question des masques, des gels, etc. C'est la rentrée, la reprise du boulot en entreprise, les mêmes problématiques. Ce matin, mon tête-à-tête, mon invité à 7h40, j'avais voulu qu'on parle d'autre chose parce qu'on était très bien sur la rentrée dans les journaux. Et donc on était au Liban. Emmanuel Macron est au Liban. On était avec la chef la Croix-Rouge française. La Croix-Rouge française à Beyrouth. Bon, on a parlé du Liban. Essentiellement, mais il y a quand même eu les 2 petites minutes sur les conditions sanitaires liées au Covid, alors que ce qui s'est passé là-bas n'a strictement rien à voir à l'origine avec le Covid. C'est comme ça, c'est dans notre vie et je pense qu'il faut faire avec tant qu'on ne s'en sera pas débarrassé. Mais le problème avec ce coronavirus, si vous voulez, c'est qu'on entend un peu tout et son contraire dans tous les médias, c'est-à-dire qu'un infectiologue que vous allez recevoir le matin sur votre plateau va vous dire que la maison brûle, que la deuxième vague est inévitable, et puis 2 heures plus tard, un épidémiologiste, cette fois-ci, tout aussi sérieux, va aller sur BFM TV, par exemple, en expliquant que le Covid, finalement, c'est derrière nous. Comment on fait, nous, pour s'y retrouver dans ce joyeux foutoir, si j'ose dire? Parce que c'est assez compliqué de s'y retrouver. Je vous retourne un peu la question et c'est là que notre rôle est important. Même si j'ai pas le sentiment que ce soit complètement tranché. C'est hyper dur. On nous a dit à 10 jours du confinement, ils étaient encore en train de nous dire tous, les plus grands experts, on ne parle pas du mec qui n'a rien à voir et à qui on donne un avis. Là, on parle des plus grands experts, des gens qui conseillent l'OMS, des gens qui sont dans les plus grands laboratoires de recherche français, qui nous disaient c'est une grippette. 10 jours avant le confinement. Là, je pense par exemple aux parents, les parents d'élèves. Comment ne pas comprendre qu'ils soient un peu déboussolés? On leur dit d'abord que les enfants, c'est des bombes à virus, qu'il faut absolument ranger les enfants qui vont tuer tous les seniors. Derrière, on nous explique, ah non, en fait, on s'est trompé, plus rien du tout, les enfants sont... Et puis là, maintenant, c'est pas grave, mais quand même un peu. Je me mets à la place des gens, c'est hyper dur. Et je me mets à la place des scientifiques. Parce que ce qui est très dur aussi pour eux, c'est que nous, on leur demande des réponses. Et que ce qui est insupportable pour la population et pour les journalistes, c'est de ne pas en avoir. Et je regrette juste que certains ne soient pas plus capables de dire « je ne sais pas, attendez ». Et c'est ça en fait le problème, et c'est la question que j'ai envie de vous poser et que beaucoup de personnes se posent, c'est est-ce que les médias n'entretiennent pas une sorte de psychose en parlant du coronavirus, sachant que comme vous venez de le rappeler, on ne sait pas
même si les épidémiologistes et les médecins, les spécialistes ne le disent pas forcément, c'est vrai que voilà, on en parle beaucoup. Est-ce que ça n'entretient pas une certaine psychose? Je pense que si les gens se moquaient de la question, très naturellement, l'ensemble des médias déviraient. En fait, il y a un effet de masse et on parlerait d'autre chose. Non, je pense que c'est parce qu'il y a une psychose qu'on en parle. Alors psychose, le mot est peut-être un peu fort. Je n'ai pas l'impression que les gens soient en panique totale. Ils ont été beaucoup plus inquiets dans les derniers mois. Maintenant, ça fait partie des préoccupations. Mais au sens pratique, comme on le disait sur la rentrée, on se pose peut-être un peu moins de questions sanitaires, plus de questions pratiques de comment je vais emmener mon enfant à l'école, comment je vais m'occuper de mes salariés dans mon entreprise, comment je vais ouvrir, mais si je ne peux pas, et en fait, si je n'ouvre pas, je vais couler. Donc, il y a des questions qui en découlent. On a, tout le monde l'annonce, des questions économiques qui vont être majeures dans les mois à venir. Donc, dans 6 mois, on parlera encore du Covid. Parce que ce sera un impact du Covid de savoir que telle boîte a fermé ou que telle et telle boîte ont fusionné, etc. Bon, Sarah, est-ce qu'on parle aussi du Covid sur la page Facebook de TV Magazine ou pas? Pas que. Et j'ai cette question qui revient. Je tiens à préciser qu'on n'est pas masqué en plateau, mais qu'on est à distance tout à fait raisonnable et que je peux postillonner jusqu'à la moitié de la table avant que ça vous arrive. Tout va bien. Si vous le faites exprès, vous n'arriverez pas à nous toucher normalement. Oui, j'ai cette question qui revient beaucoup sur le chat. Quel est votre rythme de vie? À quelle heure vous levez-vous? À quelle heure vous couchez-vous? Ça revient souvent pour les matinaliers. Oui, le réveil il sonne à 1h. Pour l'instant, encore 1h. Je pense que dans l'année, il se décalera un tout petit peu. Parce qu'on démarre un peu plus tard que l'an dernier. Mais mon réveil sonne à 1h. J'habite à 1h de la radio, à la campagne. Je suis très content d'y être. Donc, j'assume aussi l'heure de route. Après la matinale, 2-3 réunions, on commence à lancer, à préparer un peu le lendemain. Moi, je dors l'après-midi, de 13-14 heures à 17-18 heures. Puis après, on se remet à bosser, on a des conférences de rédaction, je commence à bosser mes interviews du lendemain et je dors 2-3 heures le soir. Une dernière question, Mathieu, concernant le coronavirus, bien sûr, parce que j'en ai encore plein d'autres à vous poser. Depuis aujourd'hui, normalement, les Français doivent porter un masque dans les lieux clos collectifs. Vous en avez parlé justement sur le tour de la plaisanterie avec nous qui ne portons pas de masque en plateau, c'est vrai. Est-ce que vous le portez dans votre matinale à la radio? Pas en studio. Pas en studio. À la radio, dans les couloirs de la radio, oui. Oui, bien sûr. Et en studio, on est dans moi, j'ai un peu de répit, j'ai un bureau fermé. Donc, quand je suis assis à mon bureau, je l'enlève, mais dès qu'on est dans les couloirs avec le reste des équipes de la matinale, c'est le masque. Évidemment, on a même mis un peu de temps tous. Franchement, au début, il y avait un petit côté, on mettait le masque, machin, puis on l'enlevait, moins rigoureux. Avec le temps, je pense que si on s'y met pas, si on se met pas forcément tous à être plus rigoureux, on est là-dedans pendant un petit moment. Donc, si on a envie que ça passe, il faut qu'on soit rigoureux. En studio, non. Vous bénéficiez d'une dérogation, c'est ça? Parce que beaucoup d'internautes se posent aussi la question de savoir qu'est-ce qui est différent finalement d'un studio de radio où vous êtes un peu les uns… Le problème, c'est que les dérogations, elles ont été publiées hier soir tard. On a regardé, nous, on a bossé pour la plupart des gens normaux. Je n'ai pas encore regardé ce qu'il en était exactement pour les studios, mais ils avaient l'air d'annoncer que, du côté de Madame Borne, ils avaient l'air d'annoncer que ce ne serait pas le cas en studio. Maintenant, moi, j'ai vu à plusieurs reprises Jean-François Delfrécy sur des plateaux télé avec des masques. Donc, lui pense peut-être… président du conseil scientifique, que c'est important. Je ne sais pas, là on suivra les scientifiques. Nous on a mis tous les moyens possibles pour que ce soit le plus simple possible d'avoir une radio normale. Donc dans le studio, on a des plexiglas qu'on ne voit pas sur ils sont hyper forts d'ailleurs parce qu'on ne les voit pas sur la vidéo europe1.fr. On a des plexis entre chaque poste, on a tous nos bonnettes, on change nos bonnettes, nos casques, etc. On fait tous extrêmement attention. Ensuite, si on doit faire de la radio tous masqués, on fera de la radio. Mais avec un masque. Ça va encore changer. Je plaide pas pour. Oui, ça va être compliqué au niveau de l'addiction. Même faire animer avec un masque, c'est compliqué aussi pour la respiration, j'imagine. Oui. Alors, loin de moi l'idée de me plaindre. Le nombre de serveurs qu'on a vus dans des restos en sueur avec le masque, etc. Nous, on n'est vraiment pas à plaindre. Mais je pense au confort d'écoute de l'auditeur pour le coup. C'est pas pour le confort de travail. Ça, c'est galère pour tout le monde. C'est pareil pour tout le monde. Mais le confort de l'auditeur, si on est tous masqués, je pense qu'on va y perdre. Alors Patrick Cohen, Stéphane Bern, Julien Bugier, Olivier Delacroix, alors ce sont tous des animateurs qui officient sur Europe 1. La seule différence, qu'ils ont également une présence à la télévision que vous n'avez pas, vous, Mathieu Béliard. Est-ce que la télévision vous donne des boutons ou envoyez les candidatures, là c'est pareil. D'accord, donc vous candidatez. Blague à part. Blague à part. Non, c'est pas que moi je l'assume complètement. Je suis un homme de radio, j'adore ça. Vous avez toujours fait de la radio depuis WFM. En radio, c'est ce qui me passionne. Même sur RMC, on faisait de la télé aussi, mais c'est d'abord de la radio. Je suis pas contre. Mais là, sincèrement, dans la journée, je sais pas où je mets ça. L'après-midi, au moment de votre sieste. Il y a un moment, il faut dormir. J'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, mais une fois de temps en temps, il faut dormir.
Non, la matinale d'Europe 1, portée comme on me demande de le faire, le travail de la rédaction d'Europe 1, ça demande déjà beaucoup de temps. Ouais. Mais admettons, si vous aviez carte blanche sur une chaîne de télévision, vous aimeriez animer quelle émission? Vous y avez déjà pensé, non? Sur une télé, pas spécialement. Il y a 2 ans, moi, je vous aurais dit la matinale d'Europe 1, j'adorerais. Et donc, je suis très content. Oui, mais là, on n'est pas à la télévision. Non, en télé, il faudrait... Non, je pense que si j'avais un jour une opportunité ou quelque chose, la première question que je me poserais, et c'est celle que je me pose aussi en radio, c'est comment je fais un truc différent. D'accord. Donc là, je prendrais une feuille blanche, j'essaierais d'inventer un truc. J'ai pas de grande connaissance télé, hein, donc là, je vous garantis pas que je vous sors une invention super dans 10 minutes, mais non, essayer de se différencier, c'est quand même... Aujourd'hui, il y a une telle concurrence sur le marché média, que ce soit en radio, télé, internet. Il faut apporter quelque chose de différent aux auditeurs pour qu'ils aient envie de revenir, aux téléspectateurs ou auditeurs, qu'ils aient envie de revenir, qu'ils se fidélisent, etc. Allez, Sarah, on prend une dernière question sur la page Facebook. Une dernière question de Christophe. Êtes-vous toujours en contact avec Jean-Jacques Bourdin? Faut rappeler. Je l'ai pas eu depuis un moment, mais non, mais j'ai eu des nouvelles de Jean-Jacques ces 2 dernières années. J'ai travaillé pendant 10 ans avec. Fait vos armes là-bas. Jean-Jacques et son équipe aussi, d'ailleurs. Moi, je salue Apolline de Malherbe. Oui. On est concurrents cette année. Qui est la matinale maintenant. Je suis très heureux de batailler avec elle. J'ai écouté quelques bouts, mais pas encore beaucoup. À chaque rentrée, de toute façon, je me fais un tour du paysage radio. J'ai pas encore eu le temps d'écouter dans l'intégralité. J'ai écouté quelques éléments et je suis ravi de batailler avec Apolline de Malherbe cette année. Je la salue. Allez, on va passer à la dernière rubrique, Sarah. On va passer au sucré salé. Vous allez voir, c'est pas mal. Alors la rubrique. Je vois pas de cuisinier arriver. Non, je suis désolé. Je suis un petit peu déçu. Voilà, c'est vraiment la rubrique où vous allez vous fâcher avec absolument tout le monde. A priori, on va vous soumettre 2 propositions. Il faut que vous n'en choisissiez qu'une. Donc ça peut fâcher. Je me concentre. Alors, on va parler de la concurrence. Tiens, vous êtes plutôt Yves Calvi sur RTL ou Nicolas Demorand sur France Inter? Demorand sur France Inter. Au niveau du ton, c'est ça? Je suis obligé de choisir un concurrent, c'est terrible ce que vous faites. Oui. Parce qu'évidemment, je suis sur Europe 1, y compris quand je suis pas là. Vous écoutez ce que fait la concurrence, ceci dit, pour beaucoup, vous en inspirer aussi peut-être? Pas jamais en direct, mais beaucoup. Ouais, beaucoup. Mais d'une manière générale, avant même de faire la matinale d'Europe 1, de présenter la matinale d'Europe 1, je suis un gros consommateur de radio. Je podcaste énormément, j'écoute beaucoup ce que font les concurrents tous les matins en rentrant. Je vous l'ai dit, j'ai de la route, donc je peux télécharger mes petits podcasts et voir ce qui se passe ailleurs. Plus compliqué maintenant, Stéphane Bern ou Jimmy Mohamed? Ah non. Il y en a un qui est sucré, l'autre qui est salé. Vous êtes plutôt histoire non, je vais pas semer la zizanie dans l'équipe. Stéphane Bern est beaucoup plus célèbre, alors on va faire monter Jimmy Mohamed. C'est vrai que ceci dit, il faut repartir au boulot demain, donc faites attention à ce que vous dites. C'est ça. Anne Roumanoff ou Nicolas Canteloup? Nicolas, même si Anne est adorable, j'ai jamais eu dans l'émission encore. Je m'entends très bien avec Anne Roumanoff, que j'écoute pas souvent, faut bien le dire, c'est pas un horaire pratique pour moi. Je connais pas mal des humoristes avec qui elle travaille, j'adore son équipe en fait. Avec Ben H notamment, qui a rejoint d'ailleurs l'équipe de Cyril Hanouna sur Touche pas à mon poste. Mais Nicolas Canteloup, c'est notre Canteloup le matin, je vais pas lâcher Nicolas là. Allez, on est un peu chauvin quand même. Jean-Jacques Bourdin ou Apolline de Malherbe? Jean-Jacques. Jean-Jacques quand même, ouais. J'adore Apolline, mais j'ai trop appris avec Jean-Jacques. Et c'est lui qui vous a donné d'ailleurs les rênes de la petite matinale, si j'ai bien compris. Exactement, avec d'autres personnes moins célèbres là-bas à l'époque, mais c'est avec lui que j'ai tant appris et évolué pendant 10 ans. Non, je peux pas. Si je réponds à Pauline, là, vous me fâchez. Allez, une dernière, la politique ou la culture? J'ai cru que c'était évident, mais c'est non, la compliqué. politique. La politique. Sachant que vous allez lancer bientôt un podcast, je crois, où vous allez recevoir des invités qui sont du domaine culturel et qui sont engagés. Qui sont pas forcément du domaine culturel. On a envie de transposer notre ligne éditoriale, raconter, écouter le monde changer, avec des profils qu'on ne retrouve pas forcément sur une matinale d'infos, des gens avec qui sont pas forcément très connus, d'ailleurs, faire émerger des voix, des scientifiques qu'on ne connaît pas encore, et puis prendre le temps. Prendre le temps, se poser, un entretien. On va tourner les premiers podcasts là, en fin de semaine. Et ce sera lancé quand? En fin de semaine du coup? Et dans une dizaine de jours, les premiers épisodes. J'ai peur de dire une bêtise, je pense que c'est pas vendredi qui arrive, celui vendredi en 8. Dans 2 semaines donc. Je crois. J'ai peur de dire une bêtise. Et on va aller chercher toutes ces problématiques qu'on évoque, ces évolutions de la société, prendre le temps avec des gens qui connaissent leur sujet, d'en parler.
de manière posée, sans qu'on leur coupe la parole, sans qu'on ait la préoccupation du temps qui passe. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai hâte de le faire en fait. Eh ben, on sera attentif à ce nouveau rendez-vous. Merci beaucoup Mathieu Béliard d'avoir accepté notre invitation. C'est déjà fini. Vous savez, moi je reste. Je reste. Juste une minute pour moi pour vous dire au revoir. Je rappelle que vous présentez donc la matinale d'Europe 1. C'est de 7h à 9h tous les jours. On vous souhaite bonne chance et bonne continuation pour cette saison. Il ne faut pas dire merci. Mais venez écouter le monde changer chez nous. On est au plus près de vos préoccupations et on va essayer d'y rester toute l'année. Et on sera à l'écoute. Merci Sarah d'avoir fait l'interface entre les internautes et ce plateau. Et puis nous, on se retrouve demain avec un nouvel invité. Cette fois-ci, on va passer du domaine de l'information à celui du sport, même si voilà, c'est vrai qu'on peut aussi informer en faisant du sport après tout. C'est le commentateur du Tour de France qui s'appelle Alexandre Pasteur qui viendra nous voir donc pour nous parler de cette édition qui, il faut le dire, est assez particulière à cause du coronavirus. En attendant, je vous souhaite... Vous voyez, vous en parlez vous aussi là. On n'a pas le choix. Ça faisait 10 minutes qu'on n'en avait pas parlé, donc on était obligé à un moment donné. Bonne journée à vous et puis on se voit demain. À bientôt.